Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire de ce midi. Mon nom est Manon Champagne et je vais avoir le plaisir d'animer ce séminaire avec vous ce midi. Juste un petit quelques mots par rapport à moi. Là. Je suis conseillère en management depuis malheureusement bientôt 30 ans. Les cheveux gris commencent à en témoigner. Et je suis avec Marcelle Auclair, cofondatrice d'A+, et co-auteure d'un livre aussi qu'on a écrit sur la transformation qui est sorti en avril l'année dernière. En matière d'ERP, je peux dire que j'ai accompagné plusieurs organisations au cours des 20 dernières années dans l'implantation de logiciels comme SAP, et oui, j'ai connu R3, ECC, maintenant S4, S4HANA Cloud. Donc, plusieurs aussi des implantations PeopleSoft, JD Edwards, Oracle, Workday, etc., etc. Et donc, la conférence d'aujourd'hui, je veux vous rassurer, oui, il y a beaucoup de lectures puis de documentation qui viennent confirmer, en fait, ce que j'ai vécu là, dans mes 20 dernières années d'expérience avec les ERP. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup j'allais dire des visages connus, mais disons que pour la plupart, c'est des noms connus. Je sais que plusieurs parmi vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais, les choses que je vais amener pour ceux qui ont eu de l'expérience avec les ERP dans le passé. Et puis, pour, euh, pour ceux qui sont plus en période de réflexion par rapport à l'implantation d'un ERP, quel qu'il soit, ben à ce moment-là, j'espère que les discussions qu'on va avoir aujourd'hui vont animer vos réflexions par rapport à mettre en place les facteurs de succès pour votre implantation, puis ça va amener des nouvelles questions, des nouvelles réflexions. Euh, Quelques mots sur A+. On a vu le jour en 2006 avec un focus sur la gestion du changement. En 2006, on a démarré à Québec. C'était encore assez nouveau là-bas. Au fil du temps, on s'est rendu compte que notre perspective de la gestion du changement était très stratégique. Ce que les clients comprenaient dans les premières années, c'était très tactique. Donc, on a choisi d'élargir la gestion du changement vers la transformation d'entreprise, ce qui va bien avec implanter un ERP ou se transformer. Parce que souvent, c'est pas juste la gestion du changement dans son sens traditionnel, mais ça vient bouleverser plein de choses au niveau des organisations quand on décide d'implanter un ERP. Donc, avant de commencer, peut-être, si vous avez envie de garder les caméras ouvertes, c'est à votre discrétion. C'est sûr que c'est plus facile quand on voit des visages que de parler à un ordinateur. Par contre, je sais que ça peut amener des enjeux de performance, fait que je vais comprendre si vous décidez de fermer vos caméras. Donc, sans plus tarder, je vous présente Paola qui va m'accompagner aujourd'hui. C'est elle qui va gérer un peu le trafic au niveau des questions, qui va gérer les micros des gens. Elle va en fait fermer les micros de tout le monde sauf le mien jusqu'à ce qu'on arrive à la période de questions. Donc, elle va les réouvrir vers la fin de la présentation. On a aussi, vous allez le voir apparaître de temps en temps des codes QR qui ont été intégrés dans la présentation. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir aller poser vos questions directement dans un outil Bicast et vous n'avez qu'à utiliser la caméra de votre téléphone pour accéder à ça sur votre cellulaire si vous le voulez. Sinon, vous pourrez toujours poser vos questions en utilisant le chat de Teams et Paola va s'assurer de me transmettre toutes les questions. Sinon, ben, le live est toujours, vous pouvez toujours lever la main puis poser une question à micro ouvert aussi. Ça va me faire plaisir d'avoir de l'interaction. Sans plus tarder, tu es prête, Paola? D'accord. Sans plus tarder, donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La première question à se poser, c'est quoi un ERP? Ça a l'air banal comme ça, mais je me le fais demander souvent. C'est quoi les trois questions clés qu'on doit se poser avant de décider d'implanter un ERP ou de choisir une solution? Ensuite, on va terminer avec une période de questions et de partage. Donc, c'est quoi un ERP? Alors, un ERP, ça veut dire Enterprise Resource
planning. En français, on parle souvent d'un logiciel de gestion intégré, mais en fait, ce que ça permet de faire, c'est que ça vous permet de gérer un ensemble de processus dans une entreprise, toutes fonctions confondues si on le veut, hein, et ça repose sur le concept d'unicité. L'unicité, ça veut dire quoi? C'est qu'on a une base de données, une source de vérité, une saisie. En fait, tout est intégré dans un système. On élimine pratiquement toute la double saisie, puis la multiplicité des sources de données qui donnent des cauchemars à bien des gens. Ça assure aussi l'accessibilité en temps réel aux données. Juste un exemple, dans un ERP, vous allez pouvoir suivre vos ratios comme gestionnaire de façon continue au lieu d'attendre que quelqu'un vous émette un rapport 1 mois, 2 semaines, 6 mois après les faits, donc il est souvent trop tard pour réagir. Un ERP, ça inclut aussi des flux de travail. Donc, ce n'est pas juste des transactions qu'on fait dans un système, il y a de la traçabilité. Ça inclut des flux de travail, puis ça favorise la collaboration dans l'organisation. On va y revenir. Finalement, je l'ai mentionné, mais ça inclut la traçabilité des opérations, ce qui est très important aussi, surtout avec toutes les nouvelles normes de Sarbanes-Oxley, puis tout ça là, au niveau de la traçabilité, mais aussi le reporting qui est obligatoire, entre autres, pour les entreprises qui sont en bourse. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans un ERP? Un ERP, ce n'est pas juste un système avec des transactions, c'est un système qui intègre des processus. Un processus, c'est quoi? Bien, c'est une série d'activités qui utilisent des ressources pour prendre un input puis le transformer en output. C'est assez basique comme... et de quoi on parle ici quand on parle de ressources? Bien, on parle de quel rôle? Là, on ne parle pas de qui comme individu, mais quel rôle, puis on va y revenir, c'est une des choses qui est difficile à saisir souvent quand on parle d'implanter un ERP parce qu'il y a des rôles dans un système. Donc, quel rôle va faire quoi avec quel outil, quel formulaire, quel système, puis va utiliser quelles données. C'est ça qu'on retrouve dans un processus. Ça intègre aussi les règles d'affaires. Une règle d'affaires, c'est des directives qui aboutissent souvent, qui sont souvent des directives qui sont dictées soit dans des procédures, des contrats, des conventions. On peut parler, par exemple, des conventions collectives, puis toutes les règles dans des conventions collectives. Donc, on paramétrise notre ERP avec ces règles d'affaires-là. Et ces règles d'affaires-là représentent nos obligations ou notre nécessité, mais souvent, c'est les obligations, les engagements qu'on a comme entreprise. Finalement, ça inclut aussi toute la notion d'organisation du travail. On parle de flux de travail, on parle de rôle quand je vous ai parlé de processus, mais quand on implante un ERP, il faut penser qu'à l'intérieur du ERP, on va venir, en intégrant des flux de travail, changer beaucoup l'organisation du travail. Fait que l'organisation du travail, c'est la distribution des rôles qu'il y a dans le système, dans les individus, à travers les individus dans l'organisation. OK? L'organisation du travail, c'est aussi de revoir est-ce qu'on a les bonnes personnes qui vont faire les bonnes choses. On va être capable d'extraire un peu les tâches des différents rôles pour composer des jobs ou des postes. Et ça va aussi nous dire est-ce qu'on a suffisamment de gens pour les différentes tâches qu'on a accomplies puis le volume qu'on a accompli. Ça va nous permettre de faire ça. Ça va? Donc, si je passe à la prochaine, qu'est-ce qu'on entend toujours à propos des implantations d'ERP? Vous avez sûrement tous entendu ça et souvent, c'est ce qu'on retient, c'est les mauvaises expériences. Donc, ça coûte trop cher, c'est difficile à implanter, c'est toujours hors contrôle, on finit toujours par avoir un paquet de problèmes, c'était bien mieux avant, on n'a pas eu les bénéfices qu'on cherchait, il y a beaucoup d'échecs. C'est vrai qu'on entend tout ça. Ça coûte cher, il y a des bonnes raisons, on va y revenir. C'est difficile, il y a des bonnes raisons, on va y revenir. C'est toujours hors contrôle, il y a des bonnes raisons,
on va y revenir. On finit toujours par avoir des problèmes. Ça aussi, on va y revenir. On n'a pas de bénéfices ou peu de bénéfices. Ça aussi, on va y revenir. Puis quand on disait que c'était mieux avant, là, la question que j'ai pour vous, c'est « Ah oui, pour qui? » Parce que souvent, c'était mieux avant pour l'employé qui exécute la tâche, mais pas ni pour le client interne ou externe. Donc, pour l'organisation, c'est souvent pas mieux. C'est souvent mieux que ce qu'il y avait avant. C'est souvent pour l'employé. Fait qu'il va falloir se poser des questions à ce niveau-là. Maintenant, il y en a des succès, il y en a. On dit qu'il y a 30% des projets qui réussissent. C'est pas beaucoup, mais ça existe. Ça ne veut pas dire que 70% sont des échecs totaux, mais 70%, il y en a une partie qui sont des vrais échecs, puis il y en a une grande partie qui c'est parce qu'on a tellement fait de compromis qu'on a un succès mitigé. On a réussi à implanter quelque chose, puis ça marche, mais on n'a pas les bénéfices, puis ça aussi, on va y revenir. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est focuser sur le 30% de réussite parce qu'on en entend moins parler. C'est comme n'importe quoi. Vous allez au restaurant, c'est bon, vous ne le direz peut-être pas à 30 personnes. Mais si ce n'était pas bon, par exemple, les médias sociaux, tout le monde va le savoir que ce n'était pas bon. Fait qu'on entend moins parler de ce qui va bien, on entend plus parler de ce qui ne va pas bien. Donc, aujourd'hui, on va focuser sur le 30%, puis on va voir qu'est-ce que ça prend pour faire partie du 30%. Puis là, je veux, bien humblement, je ne prétends pas avoir la recette parfaite pour le succès d'une implantation ERP. Ça n'existe pas. Ce que je peux, par contre, m'engager à faire, c'est de vous donner des ingrédients qui vont être essentiels à ce succès-là. Alors, voilà. L'objectif, en fait, du webinaire, c'est vraiment de comprendre comment faire partie du 30% qui réussissent. C'est quand même pas une mince affaire. Donc, si on commence par les erreurs communes, pourquoi on entend toutes ces choses-là? J'aimerais ça vous ramener sur une première chose que j'avais trouvée très intéressante et que j'ai entendue de Gartner, en fait, c'est les gens ne veulent pas acheter une perceuse d'un quart de pouce, ils veulent un trou d'un quart de pouce. Ça veut dire quoi pour nous? Est-ce qu'on justifie l'achat d'une drill ou, dans le fond, on va acheter une drill parce qu'on a besoin de percer un trou d'un quart de pouce? La même chose arrive pour nos ERP. Trop souvent, quand on dit pourquoi on implante un ERP, quel qu'il soit, SAP, Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, on va nous vendre les features de l'outil. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Il ne faut pas qu'on justifie le choix du logiciel. Il faut qu'on choisisse un logiciel en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Dans ce cas ici, c'est un trou d'un quart de pouce. Donc, il faut qu'on choisisse un logiciel en fonction des besoins d'affaires, puis ce n'est pas toujours ça qu'on fait. Une autre erreur commune, c'est le finger pointing. C'est jamais la faute, c'est toujours la faute de quelqu'un, c'est jamais la faute, c'est jamais notre faute. C'est très facile, c'est tellement complexe, ça implique tellement de gens que c'est très facile de blâmer quelqu'un, de ne pas prendre sa responsabilité, blâmer les TI parce que les TI n'ont pas fait telle chose, les TI n'ont pas attaché telle affaire, les TI nous ont menti sur telle affaire. Puis les TI vont dire, ben là, c'est la faute de la business, ils ne se sont pas assez impliqués, la business ne nous a pas libéré les bonnes ressources, ils n'ont pas bien compris c'était quoi leurs besoins. Alors, il y a beaucoup de finger pointing quand on fait des implantations d'ERP, c'est une erreur commune. La troisième chose qui est très commune aussi, pourquoi on fait ça? C'est quoi le why? Et souvent, voyons, je ne le vois pas. Donc, souvent, on va justifier le choix d'un ERP, puis je l'entends souvent, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule. Pourquoi? Bien, on n'a pas le choix, nos systèmes existants sont désuets, fait que les TI nous ont suggéré d'un ERP, puis c'est ce qui semble être le plus commun dans l'industrie, puis ça fait qu'on choisit un ERP parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on remplace nos systèmes.
Ça, je l'entends souvent. Pourquoi on l'entend souvent? Parce que c'est complexe et les gens ne comprennent pas. Les gens d'affaires, souvent, ne comprennent pas. Ça fait que ça s'arrête là. Mais en réalité, il faut gratter plus loin que ça. Je pense ma première implantation ERP, c'était une grosse implantation au gouvernement dans un État américain. Et le sponsor était le CFO. Je demandais au CFO, mais pourquoi? Faut l'expliquer aux gens pourquoi on implante ce système-là. Puis sa réponse, c'était parce que le gouverneur de l'État a décidé qu'on serait le projet pilote pour l'implantation de cette solution-là. J'ai fait, ça va vraiment là, donner envie aux gens d'implanter ça. Je dis, mais pourquoi, tant qu'à être obligé de l'implanter, on n'essaie pas d'aller chercher de l'efficacité, de répondre à des besoins d'affaires, de comprendre ce qui ne va pas bien, puis comment on peut l'améliorer en implantant ce système-là. Ça faisait 2 ans que le projet fonctionnait, puis il n'y avait pas encore eu ce déclencheur-là. Fait que souvent, on s'arrête à justifier, bien, c'est une implantation de système, on n'a pas le choix. Finalement, la dernière erreur commune, c'est de se complaire dans le statu quo. On ne veut pas questionner nos façons de faire. On dit qu'on va le faire, on dit qu'il faut qu'on le fasse, mais on a toujours des bonnes raisons pour justifier que chez nous, la virgule, elle ne vient pas avant, elle vient après le zéro. Que le dollar, il se met en avant, pas en arrière. On est très, très bon à justifier pourquoi on ne veut pas changer. Fait que bouleverser nos façons de faire, ça fait partie des choses qu'on a plus de difficultés à faire. Fait que ça fait partie des erreurs communes, puis on va y revenir un peu quand on va regarder les facteurs de succès un petit peu plus tard. Ça va jusque-là? Donc, maintenant, si vous songez à implanter un ERP, j'aimerais ça vous amener à vous poser 3 questions pour augmenter vos chances de faire partie du 30 %. Alors, la première question que je vous invite à vous poser, c'est qui le porteur du projet dans l'organisation? La deuxième, est-ce qu'on veut de la vanille ou du chocolat? Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la terminologie d'un ERP, quand on parle de vanille, ça veut dire qu'on l'implante standard sans faire aucun changement. Et depuis le début des années 2000, depuis qu'on implante les ERP, qu'on se fait dire « Ah, il faut implanter vanille, il faut implanter vanille », il y a plein de bonnes raisons pour implanter vanille, mais j'ai pas mal vu du vanille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de saveurs dedans. Donc, vanille ou chocolat, on va y revenir. Il faut apprendre à faire des choix et les bons choix. La troisième question à se poser, c'est quels sont les facteurs clés de succès? Parce qu'on veut dès le départ les connaître pour les gérer, puis pas arriver 3 semaines avant l'implantation, puis se dire « Oh mon Dieu, on a oublié de faire ci, on a oublié de faire ça, on n'a pas bien géré ci, on n'a pas bien géré ça. » Donc, sans plus tarder, on va se tourner vers la première question. Donc, qui devrait être le porteur du projet? Le dilemme qu'on a vu depuis des années, depuis que le monde est monde, c'est l'ITI ou c'est un porteur d'affaires? Il y a des pour et des contre dans les 2 cas. Je vous dirais qu'au début des années 2000, nos porteurs étaient souvent des porteurs TI parce que c'était bien trop complexe. C'était de l'inconnu pour les gens d'affaires. Ça amenait un lot de problèmes. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des porteurs qui sont plus affaires, mais dans les 2 cas, il y a des pour et il y a des contre. J'aimerais ça qu'on les regarde rapidement. Pourquoi un porteur TI? Bien, peut-être parce qu'ils ont une expérience et une connaissance beaucoup plus approfondie de ce que ça prend pour gérer des projets TI complexes. OK? Parce qu'il y a une grosse composante technologique quand même dans une implantation ERP. C'est un langage qu'ils connaissent. Là, je vais vous dire analyse fonctionnelle, processus, paramètres, BPP, BPM. Il y en a qui vont dire oui, je sais de quoi qu'elle parle, mais il y en a peut-être que j'ai perdu à BPP, BPM. C'est de la terminologie dans le monde de l'intégration d'ERP. Ils ont aussi une compréhension de la complexité de toute l'architecture technologique qui est en arrière et qui va devoir s'intégrer avec le ERP. Fait que c'est important, ça aussi. Qu'est-ce qu'on décommissionne, qu'est-ce qu'on arrête, quelles données, où sont les données qu'on va vouloir migrer. Les TI, ils ont toute cette connaissance-là. Du côté des affaires, pourquoi on voudrait quelqu'un du côté des affaires? Parce qu'ils ont une connaissance approfondie des besoins d'affaires. Ils connaissent beaucoup mieux les besoins des clients,
Ils connaissent beaucoup mieux les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui au quotidien dans leur processus d'affaires. Puis, ils ont aussi une meilleure compréhension des impacts que ça va amener sur les processus, les individus, l'organisation du travail, les clients, les fournisseurs, etc. Ils sont beaucoup mieux positionnés pour prendre des décisions d'affaires. Et il y a des contres des deux côtés. Donc, pourquoi on voudrait peut-être moins un porteur TI? Bien, justement parce qu'il y a une connaissance limitée des besoins d'affaires, des contraintes d'affaires, des besoins des clients, qu'ils soient internes ou externes. Puis, ils parlent souvent dans un langage TI qu'il n'y a pas grand monde qui comprenne. Quoique les CIO d'aujourd'hui se sont beaucoup améliorés à ce niveau-là. Quand on regarde les porteurs d'affaires, pourquoi, c'est quoi les contres de nommer un porteur d'affaires? Bien, peut-être leur connaissance est généralement plus limitée là, du côté des projets TI. Qu'est-ce que ça prend pour réussir un projet TI? On vient de parler des porteurs TI qui comprennent le langage. Porteurs d'affaires ne comprend pas nécessairement tout le langage qui vient avec. Puis ils ont aussi une compréhension limitée, sinon totalement inexistante, de toutes les possibilités que les différentes technologies peuvent nous apporter et aussi de toute la complexité quand on veut quelque chose du côté affaires, de toute la complexité qu'il y a en arrière pour rattacher ça au système existant par notre infrastructure existante. Fait que là, on n'ouvrira pas les micros, mais je vous pose quand même la question. Un porteur, c'est TI ou c'est TI ou c'est quelqu'un de la business? Alors, moi, je vous suggère une chose, il y a un peu de tout. Donc, pensez plus en termes d'écosystème. Vous allez avoir besoin, parce qu'un projet TI ne se fera pas qu'avec un projet d'implantation ERP ne se fera pas qu'avec des gens des TI, ne se fera pas qu'avec des gens de la business. Donc, vous allez avoir besoin de tous les talents nécessaires. À moins d'avoir une équipe multidisciplinaire ou dans la culture de votre organisation, un exécutif doit passer par les différents secteurs d'affaires, ce qui est quand même assez rare dans nos organisations aujourd'hui. Quand on a des gens qui ne sont pas multidisciplinaires et qui ne comprennent pas tout ce qui se passe dans l'organisation, puis on a encore beaucoup d'organisations qui travaillent en silo, ça va être assez difficile d'avoir une personne qui va tout comprendre et qui va être capable de prendre les bonnes décisions à tous les niveaux. Moi, dans mon expérience, j'ai connu les deux. Donc, des porteurs, des CFO, des porteurs d'affaires qui ne comprenaient pas du tout les TI, mais qui étaient sponsors des projets d'implantation ERP. Puis en plus, souvent, les VPTI relevaient des VP Finances et les VP Finances disaient, bien, je suis là, le VPTI n'a pas besoin de venir au comité de direction. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait partie du 30 %. En même temps, j'ai vu des ERP qui étaient complètement poussés par les TI avec un sponsor d'affaires qui ne connaissait pas son rôle, qui se présentait au comité de direction une fois sur 3. Je peux vous dire que lui non plus, il n'a pas fait partie des 30 % de projets qui ont eu des succès. Le plus beau succès que j'ai vu, là, ça a été malheureusement suite à l'échec d'une première implantation où les TI avaient été maîtres d'œuvre après l'implantation de leur ERP. Ils ont fait « Hey, il n'y a pas de bug dans le système, il n'y a pas de problème, tout roule bien. On ferme le projet, on a réussi 100 %, checkmark. » Quelques mois après, on se rendait compte qu'il y a des processus qui étaient mal faits et la business ne fonctionnait plus parce que là, on avait l'impression dans le système qu'il y avait encore plein de stocks dans l'inventaire alors qu'il n'y en avait plus parce qu'il y avait des lacunes au niveau des processus, il y avait des lacunes au niveau des rôles et responsabilités. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont fait une acquisition, ils ont décidé d'implanter leur système ERP dans leur deuxième acquisition. Ça a été comme ça a été un partenariat entre les TI et la business. On avait regardé tous les risques, on avait fait plein de scénarios et ça a été le plus beau succès que j'ai connu. Ils ont fait partie du 30 %. Donc, c'est quoi et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas? Donc, il ne faut pas considérer une implantation d'ERP comme une implantation de système.
Puis il ne faut pas non plus que ça devienne un jeu politique au plus fort la poche, puis qui va avoir autorité sur qui va avoir le plus gagner plus de galons dans l'organisation. La business ne peut pas être responsable des aspects technologiques de la même façon que les équipes de TI ne peuvent pas prendre des décisions par rapport à la portée du projet, les priorités d'affaires quand on regarde le roadmap d'un déploiement, l'organisation du travail, la révision des processus d'affaires, puis je vais revenir sur le mot processus d'affaires. Les choix pour réaliser les bénéfices attendus, quel choix on va faire, ça ne peut pas être les TI. D'un autre côté, ce que c'est un projet qui va transformer les façons de faire, qui va exiger la collaboration entre tous les secteurs touchés. Donc, la business doit prendre des décisions au niveau des processus et des règles d'affaires. Puis là, je vous ai dit que j'y reviendrai. Je veux juste faire un petit aparté ici. J'insiste sur le mot processus d'affaires parce que c'est une grande difficulté quand on fait des implantations ERP parce que la business a une compréhension de ce qu'est un processus d'affaires, puis votre intégrateur ou votre fournisseur de solutions va avoir une autre définition de ce qu'est un processus d'affaires. Et ça prend les deux, mais si on ne se fie qu'à ce que les TI ou le fournisseur de services ou l'intégrateur va nous donner, on va n'avoir que des bouts de système dans nos processus d'affaires et ça cause de gros maux de tête à la business. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, la deuxième... Ah, j'ai pas terminé, excusez-moi, hein, j'ai pas terminé ma liste. Donc, la business doit s'occuper de revoir l'organisation du travail, de faire le nettoyage de données. Les TI, eux autres, vont faire la migration, mais c'est à la business de nettoyer ces données en bon québécois. C'est à la business aussi, c'est la business qui va être responsable des bénéfices à livrer une fois que le système va être implanté. Donc, il devrait prendre toutes les décisions qui concernent qui vont avoir un impact sur la réalisation ou pas des bénéfices qui sont anticipés. De leur côté, les TI, eux autres, ils doivent s'assurer que le projet est bien géré. C'est toujours très complexe. Souvent, la compétence de gestion de projet est à leur niveau. Ensuite, ils doivent s'assurer de l'intégration avec les infrastructures technologiques et quand les données auront été nettoyées de toute la migration des données. Donc, la deuxième question, chocolat ou vanille? Je veux juste revenir un peu en arrière et faire un peu les trois grandes étapes dans l'évolution des ERP. Vous allez comprendre l'évolution des saveurs aussi. Donc, les premières vagues de PGI, vague, mais c'est pas grave. Les premières vagues de PGI, on faisait un blueprint, on partait et on faisait un blueprint, puis souvent notre blueprint, c'était comme un bar open, ça laisse sa place à la personnalisation, puis on pouvait essayer d'être le plus près possible des processus qu'on avait aujourd'hui. Puis on voulait vanille, mais les saveurs étaient assez faisables. Dans la deuxième vague, pourquoi c'était une deuxième vague? Parce que la première, justement, a eu tellement tellement amené de problèmes que quand est arrivée la deuxième vague de PGI, on s'est dit, on ne revivra pas les problèmes qu'on a vécus, donc on va implanter vanille. Implanter vanille, c'était souvent un vœu pieux, on l'a vu. Oui, on voulait implanter vanille, mais c'était toujours possible d'avoir un peu d'enrobage quand même. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vraiment implanté vanille parce que le système permettait encore de faire de la manipulation. C'était plus le mindset des business qui s'était dit, ça nous a coûté cher la première fois, on a été obligé de recommencer l'implantation au complet, donc on va s'en tenir à la vanille. Mais comme le système nous le permettait, on mettait un peu de saveur dedans quand même. Arrive la nouvelle vague des ERP, hein, on le voit, là, il y a une recrudescence des implantations d'ERP. Les nouveaux ERP, un des avantages, c'est que dans le processus, on part des processus. Quand on fait le design, on démarre avec les processus systèmes standards qui sont intégrés, programmés dans le logiciel.
Là, on fait attention, là, je vous ai parlé de la différence entre un processus système qu'eux autres qui appellent un processus d'affaires versus ce qu'on doit faire, mais au moins, on le sait ce qui est intégré dans le système. Donc, après ça, quand on veut changer ça, on est capable de dire, attends une minute, là, c'est de la paramétrisation ou de la personnalisation? Puis la différence entre les deux, c'est qu'on va pouvoir paramétriser des règles d'affaires. Je donne un exemple. Vous implantez un système de paye, vous ne pourrez pas changer le processus, mais vous allez pouvoir mettre des règles d'affaires, paramétriser toutes les règles d'affaires qui sont dans votre convention collective, par exemple. OK? Donc, dans la troisième vague, il y a beaucoup de paramétrisation qui est possible. On ne recommande pas du tout la personnalisation. Par contre, les nouvelles vagues sont souvent dans le nuage et qui dit nuage dit intégration avec des API. Donc, ça devient de plus en plus facile pour ce qu'on voudrait personnaliser de peut-être trouver des petits add-ons ou souvent c'est des modules qu'on peut, qui sont rattachés à ces grands ERP-là. Je continue. Donc, le résultat dans la première vague, c'est qu'on avait des implantations qui étaient coûteuses. On a parlé tantôt, les coûts sont élevés. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'il fallait payer les licences. La licence, c'était une Mercedes qui venait tout compris, mais on enlevait les bancs, on enlevait la radio, on enlevait ci, on enlevait ça, on ajoutait des choses. Donc, ça coûtait très cher de licence, très cher de personnalisation. On avait des bénéfices qui étaient vraiment, vraiment limités par rapport aux attentes qu'on avait quand on avait démarré le projet parce qu'on n'a pas assez osé se remettre en question. Et on va avoir des mises à niveau puis de la maintenance qui va être beaucoup plus coûteuse parce qu'on a tellement fait de personnalisation qu'au bout de la ligne, on est obligé de s'en aller dans une vague 2 et de réimplanter. Arrive la vague 2 où on se dit, hey, là, on va y aller vanille là, parce que ça nous a coûté bien trop cher, on ne veut pas vivre ça. Cependant, on va avoir fait des choix pour réduire la personnalisation puis réduire les coûts. Par contre, souvent, ce qu'on n'aura pas fait, c'est maximiser l'utilisation de notre licence. On va quand même dire on n'utilisera pas la radio, le GPS, on a payé pour la Mercedes, mais on va utiliser juste les fonctions de base. Puis le reste, ben, je vais avoir un petit haut-parleur Bluetooth connecté sur mon cellulaire parce que c'est trop compliqué d'essayer de connecter. Fait qu'on on achète quand même une licence, puis on utilise juste ce qui fait notre affaire où on n'a pas besoin de personnalisation, puis on a fait beaucoup de choses en dehors des systèmes. Ça crée encore là des problèmes quand vient le temps de maintenir tout ça parce qu'on n'a pas mis à jour notre système de base. Et là, on essaye d'ajouter des choses qui ont évolué. Donc, on a encore des problèmes à ce niveau-là. Arrive la troisième vague. Qu'est-ce qu'elle permet, cette nouvelle vague-là? C'est une meilleure utilisation des fonctions standards parce que là, elles sont définies. Tu sais, je vous ai dit, on part des processus système standards, ce qui n'était pas toujours le cas dans la première et la deuxième vague. Là, on a au moins des documents, des choses qui sont bien documentées qui nous permettent de le faire. On va avoir beaucoup de paramétrisation qui est disponible, donc on va être capable d'en faire beaucoup sans pour autant faire de la personnalisation, ce qui veut dire que nos coûts de maintenance et de mise à niveau, c'est plus nous autres qui les assume. Souvent, quand on est dans le cloud, c'est le fournisseur. Nous, on assume le côté volet du changement pour gestion de changement pour intégrer ce qui est nouveau dans notre organisation. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut transformer nos façons de faire, puis il faut avoir des investissements vraiment ciblés sur ce qui va être différenciateur. Le reste, on n'y touche pas. On va y revenir. J'accélère un peu parce que je vois l'heure passer. Donc, en 2020, si je reviens, ce que ça veut dire un PGI aujourd'hui, en 2020, c'est que ce qu'il y a de plus facile, en fait, et de plus disponible, c'est la paramétrisation des règles d'affaires. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, les règles, toutes les clauses dans vos conventions collectives. Ça peut être des contrats négociés, donc des différentes listes de prix par client. Ça peut être aussi des politiques de vacances qui sont disponibles, qui sont différentes d'une entreprise à l'autre. Donc, il y a des éléments qu'on peut paramétrer qui sont nos règles d'affaires. Au niveau des processus, ils sont beaucoup moins modifiables qu'ils l'étaient avant.
c'est possible, mais la personnalisation va coûter beaucoup plus cher, va être beaucoup plus difficile. Et là, je pense que même les intégrateurs ont appris à faire non, 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 non. On essaye standard. Pourquoi il faut absolument que la virgule soit à gauche plutôt qu'à droite? Y a-t-il une bonne raison? On va questionner davantage. Donc, les processus système sont bien documentés. Ils vont être plus facilement implantables, sauf que ça exige vraiment qu'on repense nos façons de faire. Parce que là, si on dit vraiment qu'on implante les processus standards, il y a certaines organisations qui essayent de passer de très, très bas niveau de maturité à un très, très haut niveau de maturité. C'est toute une transformation. Donc, il va falloir oser vraiment remettre en question chaque chose qu'on fait. C'est difficile, mais ce qui est encore plus difficile, c'est au niveau de l'organisation. Fait que les processus, on peut les redéfinir, mais tout revoir l'organisation du travail, c'est un impact majeur qui va toucher tout le monde. Donc, on a des impacts au niveau, pas les impacts, mais ce que ça nous permet de faire, c'est de pouvoir assurer la traçabilité des transactions. Donc, on va pouvoir voir qui a fait quoi dans le système. Ça nous permet d'assurer, bien sûr, l'intégrité des données, mais aussi l'intégrité des processus. Il ne faut pas confondre, là, je l'ai mentionné tout à l'heure, le rôle système avec la job ou le poste des individus. Ça aussi, c'est compliqué, fait que ça vient compliquer tout l'aspect d'organisation du travail. Et ça va demander énormément de remaniement, de structure et ou de rôles et responsabilités et ou de nombre de personnes qui font des jobs. Il y a peut-être des jobs qui vont disparaître au complet. Fait que ce qui est très important pour que les processus fonctionnent dans le système, c'est de revoir l'organisation du travail. Et malheureusement, trop souvent, on attend la dernière minute. Puis là, on a défini des processus qui fonctionnent, mais on hésite à changer l'organisation du travail pour les faire fonctionner. C'est un enjeu qu'on peut avoir, auquel il va falloir faire très, très, très attention. Je vous invite à repenser les processus puis l'organisation du travail, non pas en fonction de l'employé qui fait la tâche, mais en fonction de ce qui est bon pour le client puis ce qui est bon pour le client interne ou le client externe. Je donne un exemple. Je peux vous donner notre exemple à nous. On est en train de changer notre système comptable. Et je disais, durant le pilotage, je disais, ouais, mais j'aime pas ça, comme c'est compliqué comment on est obligé de faire la facture. Mais moi, j'ai des clients qui veulent des factures de différentes façons. Il m'a dit, oui, mais il me l'a remis en plein visage. Il m'a dit, oui, mais est-ce qu'il faut que ce soit facile pour toi ou il faut que ce soit facile pour le client? Je dis, ouais. Si le client, il y a une facture qui est facile à faire pour moi, mais que le client me demande 3 fois de la refaire, je ne serai pas contente, puis lui non plus. Fait qu'il faut toujours avoir le client en tête. Fait qu'on a dit investir là où ça compte. Si je reviens un peu en arrière, je ne le ferai pas là, mais si je revenais en arrière, je disais il faut investir là où en fait, il faut déterminer là où on a vraiment besoin de personnaliser ou là où le système ne répond pas à nos besoins. Mais pour ce qui est de tout ce qui est standard, puis on va y revenir. En décembre, j'avais préparé une présentation pour un client qui s'apprêtait à choisir un ERP et il ne voulait absolument pas standardiser leur processus. Fait qu'on est revenu avec cette image-là. Vous reconnaissez peut-être toute la chaîne de valeur de Porter qui date des années 80. C'est encore actuel, c'est encore très, très pertinent. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que parmi nos processus, il y a des processus qui sont des processus administratifs. Donc, tout ce qui est gérer l'infrastructure de l'entreprise, les ressources humaines, le développement technologique, les achats, les finances, c'est souvent des fonctions qui viennent en support à la mission de l'entreprise. Puis la mission de l'entreprise, bien, c'est tout ce qui est géré de l'input à l'output, la fabrication ou la livraison de nos services. Pourquoi il y a un overlap ici? C'est que pour certaines industries, les processus d'achat font partie du processus de mission, alors que pour des entreprises de services comme la mienne, c'est plus un processus administratif qu'un processus de mission. Pourquoi je vous amène là? Parce que Gartner, aujourd'hui, parle de capacité d'affaires. Bien, capacité d'affaires,
c'est basé un peu sur la même chose, sauf qu'on va décliner cette chaîne de valeur-là en différents niveaux de processus qui vont devenir des capacités d'affaires. Et ces capacités d'affaires-là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir les regarder pour voir où est-ce qu'on doit mettre de l'argent sur la personnalisation. Si là, mon processus d'achat, il n'ajoute pas de valeur ajoutée à mes clients, il n'ajoute pas de valeur ajoutée, pourquoi je ne changerais pas mes façons de faire plutôt que d'investir dans la personnalisation d'un processus d'achat pour que peut-être ma virgule soit avant plutôt qu'après? Ça coûte cher, puis ça n'ajoute aucune valeur. Par contre, on va vouloir identifier lesquelles de nos capacités d'affaires vont venir nous permettre de nous différencier ou sont obligatoires parce qu'on est différent. Par exemple, vous pouvez être dans une entreprise qui est très réglementée ou dans une entreprise, par exemple, qui a beaucoup de subventions et le système de base n'est pas fait pour ça, mais c'est un différenciateur. Donc, est-ce que vous allez vouloir investir là-dedans? Ou encore, vous êtes une entreprise qui a décidé de se différencier par la qualité de son service à la clientèle et peut-être que ce qu'il y a dans le système actuel est trop standard. Chez vous, c'est vraiment un différenciateur, donc vous allez peut-être vouloir miser là-dessus. Puis, il faut aussi trouver des solutions qui vont vous permettre d'innover. Ce n'est pas juste ce qu'on fait maintenant, ce qu'on veut faire de mieux que nos compétiteurs, mais aussi qu'est-ce qui va nous permettre d'évoluer. Je pense assez vite, on pourra y revenir, puis on va manquer un peu de temps. Mais dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire un exercice pour déterminer c'est quoi vos capacités qui sont vraiment soit différenciatrices ou innovantes. Puis, il ne faut pas qu'il y en ait plus que 10 à 20 là. Bâtir votre parcours d'implantation, là, pas basé sur ce qui fait l'affaire des TI, sur comment le système devrait être implanté, mais vraiment en fonction des résultats d'affaires qui vont être souhaités. Fait que bâtir son roadmap en fonction des besoins et des résultats d'affaires souhaités. Puis ça se peut qu'il y ait des choses qu'on fasse en premier qui n'ont pas nécessairement de bénéfices matériels, mais ça vient tellement permettre de faire d'autres choses dans une phase 2 qu'on n'a pas le choix de le faire. C'est des gros gains d'efficacité interne, même si ça ne change rien au bout de la ligne pour notre client. Répartir les budgets, ça va être bien important aussi. Ce que je disais, c'est qu'au début, on personnalisait 80 de nos applications. Et ça coûte cher de personnaliser des applications, on l'a mentionné. Pourquoi ne pas maximiser l'utilisation de ce qu'il y a dans la machine qu'on achète? Donc, si on investit juste 50 de notre budget total dans ce qui est vanille, dans ce qui est nos capacités d'affaires standards, puis qu'on garde l'autre 50 pour vraiment personnaliser ou aller chercher des applications connexes pour ce qui va nous permettre de nous différencier ou d'innover, c'est-à-dire un 10 à 20 bien, nos coûts de maintenance puis nos coûts de mise à jour vont être beaucoup moins élevés. Ça va être beaucoup plus facile d'évoluer aussi dans le temps. Fait que pour ça, j'ai amené une petite diapo que j'ai empruntée de Gartner, mais je trouve tellement qu'elle est parlante. Gartner nous a dit que sur la période d'une quinzaine d'années, OK, qui est à peu près la durée de vie d'une application comme un ERP, toutes les personnalisations qu'on va avoir faites qui coûtent déjà plus cher vont vous coûter à peu près 250 du coût initial de développement de cette personnalisation-là. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir intégrer quelque chose de nouveau, faire une modification, vous allez devoir vous assurer que toute votre personnalisation elle fonctionne encore ou faire des modifications à votre personnalisation. C'est un gros, pensez-y bien. Alors, la troisième question à se poser, c'est quoi les facteurs clés de succès? En fait, je veux revenir à qu'est-ce qui compose le 70 %. Donc, qu'est-ce qu'on a observé des gens qui ne font pas partie du 30 %? Il y a deux types d'enjeux qu'on va retrouver. Il y a les enjeux qui sont liés à la technologie, soit que
On a juste pas de capacité d'intégration avec l'infrastructure technologique existante. On ne l'avait pas prévu, on n'y avait pas pensé, on n'avait pas bien fait nos devoirs au niveau architecture technologique. Soit qu'on a de la difficulté au niveau du temps de réponse puis de la disponibilité des réseaux. On peut avoir des enjeux au niveau de la disponibilité des ressources compétentes à l'interne en TI. On va avoir des enjeux de culture de gestion de projet dans certaines organisations où il n'y a pas du tout de maturité en gestion de projet. Puis, oups, on s'en vient implanter un ERP. Pas évident. Un des grands enjeux aussi, c'est puis il y en a sûrement qui vont sourire, là, c'est de focuser trop sur la livraison d'un système. Il faut qu'on livre le système pour le 30 septembre dans le budget et dans la portée qu'on nous a donné, au détriment de livrer des fonctionnalités d'affaires qui répondent à des besoins d'affaires. Au niveau des enjeux d'affaires qu'on va rencontrer, qui font partie, qui peuvent expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans, ou d'entreprises ou d'implantations ERP qui se retrouvent dans 70 %. Bien sûr, le manque d'alignement avec la stratégie d'entreprise. C'est rien qu'une implantation de système, ça se fait en silo. La business ne s'est pas approprié ce gros investissement-là. Il y a un manque d'alignement parfois entre les besoins d'affaires puis les budgets qu'on va allouer. On va dire oui, oui, je veux tout ça, mais fais-moi-le dans la moitié du prix. Je suis désolée, des miracles, ça ne se fait pas. Il faut être vraiment engagé et dire non, regarde, le budget, c'est ça, c'est ça. Si tu veux moins que ça, on n'y arrivera pas, puis on n'aura pas de succès. Un autre enjeu d'affaires, c'est le pourquoi qui n'est pas clair. Quand je vous parlais tout à l'heure de mon CFO qui me disait, ben, c'est parce qu'on est obligé de l'implanter, c'est le projet pilote. C'est sûr que ce n'est pas une condition de succès. Ça ne donne pas envie à personne de s'engager là-dedans. Et ça ne donne pas non plus de direction claire à l'équipe de projet pour dire, ben, tant qu'à faire, on va améliorer des choses. Il y a aussi un des enjeux qu'on trouve, c'est le désir très, très fréquent de ne pas faire de vagues quand on va faire l'implantation. On veut se transformer, mais on ne veut surtout pas que ça paraisse, on ne veut surtout pas que ça dérange. Bien, premièrement, ça se prépare si on veut minimiser les impacts au niveau du moment de l'implantation, mais on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc, il faut se préparer en conséquence, puis il faut accepter le fait qu'on va avoir une perte de productivité, puis que les gens vont être un peu déstabilisés. Mais ça, on n'aime pas ça. L'autre chose aussi, c'est le manque de collaboration entre les secteurs, les unités d'affaires et les TI. Puis beaucoup de résistance au changement, ce qui nous amène à faire des compromis. Puis la petite roue que j'ai mis à côté, là, on fait des compromis, ça fait qu'on a des décisions qui vont plaire à tout le monde, mais qui ne sont pas les meilleures décisions d'affaires. Puis là, on va faire des compromis, donc nos résultats ne seront pas rencontrés. Donc, on va faire d'autres compromis, puis on est toujours dans un cercle vicieux où on fait beaucoup de compromis, puis finalement, on n'arrive pas à livrer ce qu'on devrait livrer. On va chercher à conserver le statu quo, on va vouloir faciliter la vie de l'employé plutôt que celle du client. On va prendre des décisions qui sont plus basées sur des guerres de pouvoir, sur de la politique interne, sur le désir de faire plaisir à tout le monde plutôt que sur une bonne décision d'affaires. Dans les autres enjeux, on va retrouver le manque d'engagement carrément là, des unités d'affaires pour gérer les crises et les impacts. C'est comme, on implante un ERP, vous me le direz quand il sera prêt, je vais m'en occuper. J'ai trop d'affaires à faire. Moi, j'opère, puis je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Et ils sont trop peu engagés dans l'engagement. Puis finalement, dans la gestion là, des impacts et des risques. Et finalement, il y a un grand manque d'implication, souvent à tous les niveaux dans l'organisation. Alors, c'est quoi nos facteurs de succès? On a parlé de répondre aux deux premières questions. Donc, c'est qui notre porteur? Donc, miser sur l'écosystème plutôt qu'un porteur unique. Clarifier les acteurs dans l'écosystème, leur rôle, leurs responsabilités, les règles décisionnelles. Quand on a parlé de vanille ou chocolat tout à l'heure, assurez-vous de lier le projet ERP à votre stratégie d'affaires, que ce soit lié à pourquoi vous devez changer, c'est quoi la vision de l'entreprise, c'est quoi ses objectifs clés, quels sont les bénéfices que l'entreprise veut mesurer. Bâtissez votre parcours d'implantation basé sur justement l'atteinte d'objectifs d'affaires, sur les choses qu'on cherche à avoir, puis les mesures qu'on cherche à atteindre, plutôt que sur un roadmap qui fait l'affaire d'un intégrateur ou parce que c'est plus facile pour les TI.
Ensuite, choisir le meilleur ERP en fonction de vos besoins pour éviter d'être obligé de faire de la personnalisation. Mais ça, ce que ça implique de bien connaître ses besoins, puis ça implique aussi d'être prêt à changer, puis accorder les budgets adéquats pour ne pas vous retrouver à faire des compromis qui vont faire qu'on n'aura pas nos résultats. Donc, choisissez la vanille pour tout ce qui n'est pas différenciateur ou innovant. Vous pouvez ajouter de la saveur pour tout le reste, bien, le 10 à 20 qui reste, mais essayez d'éviter de faire de la personnalisation à outrance. Regardez aussi qu'est-ce qu'il y a comme plugin. De plus en plus, les grands fournisseurs d'ERP ont des ententes avec plusieurs plus petits fournisseurs qui viennent chercher des choses très, très, très spécifiques à certaines industries. Ça vaut la peine de les regarder. Donc, les facteurs de succès dans les autres facteurs de succès. Assurez-vous que la portée de projet est bien définie au départ. Puis quand on arrive dans un steering committee, puis qu'on se fait dire, bien là, on ne rentrera pas dans les budgets, fait qu'on va couper ici, puis on va couper là. Assurez-vous quand vous faites une revision de portée, de la réviser en fonction des bénéfices que vous attendez et non pas du triangle de gestion de projet, là, parce que peut-être que ça vaut la peine de finir 4 semaines plus tard ou d'investir 10 de plus pour aller chercher 100 de mes bénéfices. Les TI ne regarderont pas ça comme ça. La gestion de projet, assurez-vous d'avoir des ressources expérimentées avec des ERP. Allez en embaucher si vous n'en avez pas à l'interne. C'est important d'en avoir, puis c'est important d'en avoir à l'interne. Puis libérez vos meilleures ressources. Pas celles qui sont disponibles, mais vos meilleures ressources. Ça veut dire, là, privilégier les gens qui sont ouverts au changement. Puis ce n'est pas nécessairement vos gens qui ont le plus d'ancienneté. Eux autres sont peut-être plus ouverts à plus près du statu quo, ils veulent peut-être plus conserver le statu quo. Mais des gens qui arrivent de l'extérieur, ça fait quelques années qu'ils sont chez vous, ils voient plein de problèmes, ils en ont vu d'autres, ils sont ouverts au changement, vont probablement vous amener beaucoup plus loin que si vous misez sur l'ancienneté. Miser sur la gestion du changement, donc il est important de communiquer de manière transparente. Souvent, même si on n'a pas toutes les réponses, on est capable de justifier où on est rendu, puis quand est-ce qu'on va avoir les réponses. Puis surtout, donner le temps aux gens de comprendre. On demande des fois aux gestionnaires de cascader de l'information en dedans de 24 heures, en haut jusqu'en bas. Les gestionnaires n'ont même pas le temps de poser des questions, de s'approprier le contenu de ce qu'ils doivent transmettre. Puis, assurez-vous d'avoir des bonnes stratégies puis des bons moyens d'apprentissage. Au niveau du parrainage, engagement total et solidaire de l'exécutif, important. Il faut éduquer l'exécutif, il faut s'assurer que l'engagement percole à tous les niveaux de l'organisation. Il faut viser l'adoption des changements, pas juste une implantation de système. C'est beaucoup plus important de s'assurer qu'on a l'adoption, puis ça n'arrive pas un mois après la fin d'un projet, puis que l'implantation, puis que la switch est tournée sur on. Donc, pour y arriver, il va falloir mesurer puis talonner l'atteinte des bénéfices. J'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, mais si vous voulez en savoir plus, en fait, sur un parcours de transformation qui pourrait vous aider à réussir, Marcel et moi, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a écrit un livre qui est sorti en avril 2019 qui s'appelle « Oser la transformation d'entreprise ». Il y a plein d'outils dedans, il y a plein d'outils de réflexion, puis il y a aussi, ce qui est très aidant, c'est que c'est illustré avec un cas fictif, puis les différents outils qui sont proposés sont souvent utilisés dans le cas fictif, c'est que ça vous permet de voir un peu comment on peut faire cette réflexion-là. Puis si vous voulez aller plus loin, il y a aussi un atelier qui s'appelle le propulseur qui va vous aider à aligner vos réflexions puis à propulser là, le démarrage de votre transformation.